Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très tabou, mal compris, mal accompagné, un sujet qui touche énormément de femmes et bien plus qu'on en pense. Il s'agit de l'avortement. Alors l'avortement, on pense souvent à tort que c'est quelque chose que ne vivent que les jeunes filles. En tout cas pour les personnes qui l'ont jamais vécu, on pense à ces erreurs de jeunesse. Or il faut savoir que énormément de femmes vivent des avortements. J'ai vécu un avortement à l'âge de 28 ans et j'ai aussi été entourée de femmes qui avaient 38 ans, 41 ans, 18 ans, qui avortaient même après des fausses couches, qui avortaient après des enfants morts-nés, ou encore qui avortaient parce qu'elles avaient déjà 2, 3 enfants et que cet accident du quatrième ou plus était trop pour elles, était trop dans leur vie et était une charge qu'elles ne pouvaient pas assumer. Et cet avortement, en fait, c'est aujourd'hui quelque chose qui me désole de voir que c'est encore mal accompagné, que c'est mal compris, que c'est très tabou et que ça vient faire souffrir énormément de femmes. Ça me touche particulièrement quand je vois les témoignages en dessous de certaines vidéos de femmes qui témoignent de leur avortement, qui disent qu'encore aujourd'hui, après des décennies ou plus ou moins, elles sont en souffrance, que c'est pas digéré, que ça n'a pas été guéri, que ça n'a pas été euh, intégré, que ça n'a pas été libéré. Et je le comprends parce que pour ma part, ça a été l'un des plus gros traumatismes que j'ai vécu que d'avorter. Même si au moment où ça m'arrivait, je n'avais aucun doute sur le fait que je devais avorter, que je voulais avorter. Mais c'est quelque chose qui a laissé une empreinte en moi pendant une décennie et j'ai mis vraiment 9 ans à guérir de mon avortement. Et c'est, je pense, pourquoi j'avais envie de faire cet épisode. Ça fait 2 ans que je dis que je veux faire cet épisode parce que après être sortie d'un moment de grande guérison, de libération, de compréhension de ce que mon corps avait absorbé, je me suis dit mais il faut en parler. Mais c'est dur parce que c'est profondément intime, parce que c'est quelque chose qui est tellement personnel, que chaque femme vit de manière tellement différente que je trouve délicat de prendre la parole sur ce sujet. Et comme vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui fait des podcasts tous les jours à la base. Donc me débloquer la parole, voilà, tout d'un coup comme ça, sans mise en contexte, c'était pour moi difficile. Mais là, je profite de ce calendrier de l'Avent, je profite surtout des épisodes précédents que je vous ai fait sur le célibat, sur la quarantaine, sur la fertilité, sur les troubles de fertilité, sur la congélation d'ovocytes, que je vous ai donc posté dimanche et lundi, et puis aussi celui d'hier où je vous parlais davantage de ces expériences que je peux vivre qui parfois m'apportent une grande clarté. Donc c'est l'épisode d'hier qui est sur l'engagement sacré que je vous invite à écouter parce que ça va vous donner beaucoup de contexte aussi sur comment je reçois ces messages parfois du corps, comment tout d'un coup je sors de ma tête et que je rentre vraiment en communication avec certaines parts de moi. Et en l'occurrence, dans ce processus de guérison par rapport à mon avortement, c'était avec mon corps. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, déjà pour vous partager ce que j'ai vécu, en 2014, j'étais encore dans une période de ma vie où je n'avais pas mes cycles si j'étais célibataire. Pendant presque 3 ans, après l'arrêt de la pilule, en fait, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai décidé d'arrêter la pilule en 2011. Et en fait, passé ce moment-là, j'ai mis quasiment 9, 10 mois à récupérer des cycles qui n'étaient pas réguliers. Et ce qui était assez fou, c'est que j'avais à ce moment-là mes menstruations que si j'étais en couple. Et c'était complètement lunaire, c'est-à-dire que je rencontrais quelqu'un dont j'étais amoureuse et il se passait quelque chose, au bout de 2 jours, je saignais, et puis ça durait le temps de la relation, et du jour au lendemain, dès que j'étais célibataire, je ne saignais plus. Et ça pouvait être ultra aléatoire, c'est-à-dire entre 3 mois, 6 mois, 8 mois. Parfois, voilà, dès que je me remettais en couple, les cycles revenaient, et puis hop, après de nouveau, j'étais pendant X mois célibataire, et pendant ce temps, je ne saignais pas. Et c'était assez fou. J'avais été consulter une gynécologue spécialiste en médecine chinoise quand je vivais à Rome, parce que c'était une époque où je vivais à Rome. Et elle m'avait dit, mais rien d'étonnant, parce qu'en fait, tu penses être entière quand tu es en couple. Comme si toi toute seule, tu suffisais pas. Et je me souviens que quand elle m'a dit ça, les larmes sont montées et ça résonnait tellement. Et à l'époque, j'étais très loin de la Lisa d'aujourd'hui et j'avais beaucoup de choses inconscientes et, euh, et bref, je ne vais pas m'étaler sur les raisons parce que je pense que j'en avais en tout cas à l'époque pas du tout conscience de toutes les raisons qui pouvaient expliquer ça, mais ça résonnait. Et il m'a fallu un certain temps en fait pour retrouver cet équilibre, mais en tout cas en 2014, j'étais encore dans cette situation. Et en juin 2014, je me suis séparée d'un homme dont j'étais éperdument amoureuse, mais voilà, ça n'allait pas du tout entre nous, on avait une relation très conflictuelle.
Mais on s'est quittés et dans les mois qui ont suivi, ça a été extrêmement difficile d'accepter cette séparation et surtout de la digérer. Et à peu près 6 mois après, j'ai eu un rapport. Et lors de ce rapport, donc j'étais toujours pas réglée, j'avais toujours pas mes menstruations. Il y a eu un accident durant ce rapport, ce qui m'a fait prendre la pilule du lendemain. Et malgré tout, je suis restée enceinte. Donc c'est là qu'on se dit quand même, pas de bol. Pas de bol. Et c'est aussi ça qui, à force d'écouter les histoires de nombreuses femmes, on a beau dire qu'on est fertile que lors d'une certaine période, il y a des fois des choses où il y a un alignement des planètes qui fait qu'on se dit mais c'est pas possible. Il fallait vraiment qu'on vive cette expérience ou que cet enfant il arrive. C'est quand même assez fou. Donc je me souviens que convaincue que la pilule du lendemain avait marché et convaincue que de toute façon, vu que j'avais pas du tout mes cycles, eh bien, j'étais absolument pas enceinte. J'étais dans un déni total. Pourtant, ma poitrine avait énormément gonflé, donc c'est pour moi vraiment un signe majeur. C'est-à-dire que quand on commence à sentir des choses dans notre ventre, quand on sent la poitrine gonfler, quand on peut avoir des premières nausées, même si nos lunes, nos règles ne sont pas encore arrivées, on peut avoir déjà ces prémices, surtout si on est très sensible. Et moi, j'avais ces signes-là, mais voilà, j'étais tellement sûre que j'étais pas enceinte que je me suis dit, je dois avoir autre chose, un autre problème. Et puis, j'ai commencé à avoir des nausées matinales, mais vraiment des nausées qui me réveillaient à 4h30, 5h, où je me levais de mon lit avec l'envie de vomir, il n'y a rien qui sortait, mais c'était des nausées extrêmement fortes. Et je me souviens, là où je travaillais, j'ai commencé à parler un peu de ces symptômes à quelques femmes, ou même quelques femmes qui travaillaient avec moi m'avaient dit, mais dis donc, t'as pris des seins, toi? Tu ferais bien de faire un test. Et je disais, mais non, c'est pas possible, etc., etc. Bref, jusqu'au jour où, à cette époque, j'étais vraiment archi végétarienne, voire végétalienne. Je mangeais très, très peu de produits animaux. Mais un jour, je me souviens, je rentre dans un grand centre commercial où, en fait, ils faisaient cuire, ils faisaient des grillades. Et je me suis transformée en mode charal. Je pense que j'aurais pu tuer pour qu'on me file un steak, quoi. C'était viscéral. Et là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui vit à l'intérieur de toi, ça, c'est pas toi, c'est pas possible. Et ça aussi, pour moi, c'est clairement ces symptômes où on ne se reconnaît pas, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau tout d'un coup de colère ou de crise de nerfs qui peuvent émerger, ou là, en l'occurrence, d'envie alimentaire vraiment chelou, c'est des signes. Et je me suis dit, là, il y a un truc. J'ai fait ce test de grossesse, et comme il arrive souvent dans ces processus d'IVG, d'avortement, souvent c'est des moments où on se retrouve seul dans notre salle de bain avec notre test de grossesse dans les mains. Et quand j'ai vu résultat positif, c'était juste une confirmation en fait. Et je me souviens que j'ai eu vraiment ce schéma qui était propre à moi dans le passé, qui est ok, je switch off, action-réaction. Et j'ai tout de suite appelé la personne concernée, hein, parce qu'on était deux quand même dans l'histoire. J'ai tout de suite pris rendez-vous chez mon gynécologue. J'ai été prendre rendez-vous pour faire une prise de sang. Bref, voilà, action et réaction. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai fonctionné comme un robot et j'ai finalement mis un certain temps, voire vraiment des années, pour comprendre à quel point ça m'avait impacté émotionnellement et à quel point je m'étais coupée en fait de mes sensations, que ce soit de mes sensations corporelles que de mes émotions. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même vous expliquer comment tout ça se passe. Donc en général, on fait une prise de sang qui confirme qu'on est bien enceinte, parce que les tests de grossesse on peut avoir des faux positifs. Suite à la prise de sang, en général, on fait une échographie et après on vous propose des alternatives. Parfois ça se passe très bien, parfois ça se passe très mal. Pour ma part, ça s'est bien passé. Je suis arrivée dans l'endroit où j'ai fait la prise de sang, où ils m'ont maladroitement dit « Ah bah c'est positif, félicitations !» Et j'ai dit « Ben non, c'est pas vraiment le moment du tout. » En tout cas, pour moi, à ce moment-là, c'était pas du tout le moment de garder cet enfant parce que j'avais l'impression de pas du tout avoir encore digéré ma séparation. Je portais donc l'enfant d'un homme dont j'étais pas amoureuse, alors que j'aurais préféré avoir l'enfant de l'homme que j'aimais encore. J'avais un conflit intérieur énorme. J'étais en colocation à la frontière suisse. Je commençais à peine un boulot. Je faisais 45 minutes de vélo tous les matins pour aller bosser. Je rentrais à 22h le soir parce que je bossais comme une dingue. C'était juste pas possible. Vraiment, dans ma réalité, ce n'était juste pas possible. Et c'est pour ça que cette décision a été prise de manière radicale et c'était quasiment instantané. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, quand elles sont prises en charge, elles se retrouvent avec des regards, avec des jugements, avec des accompagnements médiocres, parce que la personne qui n'est pas d'accord avec cet avis-là ou qui pense que l'avortement
est fait de manière abusive, ou alors le genre de réflexion de, vous savez, l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Il y a encore beaucoup de femmes qui vivent ça, et je trouve ça scandaleux. Et pour ma part, j'ai pas du tout été traitée de cette manière. La personne qui m'a dit félicitations s'est excusée, et ensuite j'ai dû programmer mon, mon échographie. Donc, avant de faire l'échographie, j'ai donc vu mon gynécologue qui m'expliquait les possibilités qui s'offraient, qui sont encore celles qu'il y a aujourd'hui. Donc, tout d'abord, vous pouvez prendre jusqu'à 7 semaines de grossesse, choisir la solution médicamenteuse. Donc, le médicament, c'est en fait 2 pilules qu'on va prendre à 48 heures d'intervalle. La première a pour but d'arrêter l'évolution de la grossesse, ça va bloquer la progestérone. Et ça, c'est une pilule qui peut donner des nausées importantes, qui peut parfois donner des vomissements, parce que les nausées peuvent être parfois infernales pour certaines personnes. Ça peut provoquer de la fatigue, voire des saignements. Mais ce n'est pas du tout cette pilule qui va déclencher l'expulsion. C'est la deuxième pilule qu'on va prendre dans les 24 à 48 heures, qu'on peut prendre chez soi ou à l'hôpital, qui, elle, va provoquer les contractions pour créer l'évacuation. Et là, en fait, on peut ressentir d'énormes crampes, on peut avoir de fortes crampes utérines, comme des règles très très douloureuses. Donc certaines personnes qui souffrent d'endométriose ou autres disent que c'est quasiment similaire. En général, il y a des saignements abondants. Parfois, on peut ressentir des états comme si on faisait un malaise vagal, beaucoup de frissons, on peut avoir de la diarrhée, on peut avoir des nausées aussi. Et en général, on doit rester sur les toilettes parce on peut se vider vraiment de notre sang. On peut vraiment avoir des douleurs qui font qu'on ne décroche pas des toilettes. Et ce qui peut être extrêmement difficile, et c'est important de le dire, et c'est ce qui nécessite un accompagnement à mon sens, c'est qu'en général, quand on évacue avec ce type de traitement, on voit le contenu utérin qui est expulsé. On peut voir clairement, en fait, certaines personnes disent on sent que ça ressemble à un œuf, c'est gélatineux, et ça peut être extrêmement choquant émotionnellement. Et en général, l'expulsion se passe quelques heures après avoir pris le médicament, mais on peut continuer à saigner durant 1 semaine, voire 3 semaines. Et si les saignements sont trop intenses ou perdurent, c'est important d'aller à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Ensuite, il y a la deuxième option. Si on ne prend pas l'option médicamenteuse, il y a l'IVG par aspiration, qu'on peut faire jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 14 semaines où il n'y a pas de saignement. Donc en général, il y a une anesthésie, donc soit elle est locale, soit c'est une anesthésie générale, mais très légère. On va être un petit peu endormi 5 à 10 minutes. Beaucoup de femmes témoignent, ça n'a pas été la solution que j'ai choisie, mais beaucoup de femmes témoignent qu'elles sont très conscientes de ce qui se passe en fait, et que clairement, littéralement, il y a un aspirateur qui leur est rentré par voie vaginale, et elles sentent en fait que ce tube aspire les tissus, elles sentent les tissus se décrocher, et ça aussi, ça peut être violent. Souvent, s'en suivent des crampes, voire des saignements aussi, 1 à 2 semaines après l'intervention. Et c'est pourquoi aussi il est important qu'il y ait un contrôle par la suite pour s'assurer que tout est bien fait, que tous les tissus aient été enlevés. Donc pour résumer, très souvent ce qu'il est dit aux femmes qui font une IVG médicamenteuse, c'est qu'on va être actrice de l'expulsion, on va voir, on va sentir, on va être dans l'attente que ça sorte, et ça peut être traumatisant, surtout si on le fait seul. Pour l'IVG par aspiration, on explique que c'est plus court, que c'est médicalisé, qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas l'expulsion, mais ça peut être vécu quand même comme quelque chose de brutal. Et dans les faits, beaucoup de femmes témoignent qu'elles ressentent quand même les choses. Pour ma part, on ne m'a pas du tout expliqué l'impact que ça pouvait avoir. À aucun moment, on m'a dit « tu vas voir, tu vas sentir ». On m'a juste dit « c'est soit le médicament, soit l'aspiration ». Et pour ma part, j'ai choisi le médicament. Et dans mon expérience, ce qui a été extrêmement difficile, et je pense que c'est chez toutes les femmes qui ont avorté un traumatisme, c'est qu'il y a des images qui restent. Quand j'ai fait l'échographie, mon gynécologue avait eu la délicatesse de ne pas mettre le son, donc je n'ai pas entendu le cœur battre. Par contre, j'ai vu l'image. Et ça, c'est quelque chose qui est resté. C'est quelque chose qui restera toujours. Et en fait, j'étais contente de ne pas être avec le père de cet enfant dans la salle, parce que je sais que lui aussi aurait pu voir cette image et que ça l'aurait peut-être impacté. Et par rapport aux médicaments, j'étais encore dans cet état où j'étais coupée de tout, en fait. J'étais vraiment dans un moment de ma vie où j'étais tellement mal. Je pense que cette grossesse et cette IVG, j'étais un robot, en fait. J'étais coupée de tout. J'avais ma tête d'un côté, mon corps de l'autre. Et quand j'ai pris ces comprimés, très sincèrement, quand j'ai relu les témoignages de certaines femmes qui disaient « ça a été horrible, j'ai tellement souffert, ça a été tellement dur », moi je me disais « mais j'ai pas senti tout ça en fait, j'ai pas eu ces nausées, j'ai eu beaucoup plus de nausées et la sensation de faire un malaise vagal
quelques mois après, quand on m'a posé un stérilet, parce que du coup, forcément, s'ensuit la peur d'être enceinte au moindre rapport. Ça, c'est quelque chose qui reste beaucoup aussi. Et j'ai tellement souffert. On m'avait donné un médicament pour éviter la douleur. J'ai pas du tout supporté le médicament. J'ai fait un malaise d'ailleurs en sortant de la clinique où il y avait mon gynécologue après la pose du stérilet. Mais par contre, pour ces médicaments d'IVG, je me souviens bien sûr être sur les toilettes, saigner. Je me souviens avoir vu ce que j'expulsais. Et ça aussi, c'est une image qui m'est restée et qui restera toujours. Mais je ne me souviens pas de la douleur. Et en fait, ce que j'ai envie de témoigner, c'est que j'avais sur un plan mental conscience, surtout par la suite du traumatisme que c'était, mais sur le moment, j'étais coupée de tout. Par contre, j'avais conscience qu'il était important que je parle à cette âme, que je parle à cet enfant, que je le nomme. Et je me souviens qu'avant de prendre les médicaments, et d'ailleurs c'était même dès le test, je lui avais dit, je suis désolée, mais je peux pas. Je peux pas, c'est pas du tout la bonne situation. Je suis dans l'incapacité là de pouvoir poursuivre cette grossesse. Et je l'avais nommé, je m'étais excusée, je lui avais parlé. Donc mentalement, on va dire que j'avais fait les choses, mais dans les sensations, j'étais à des années-lumière de ressentir ce qui était nécessaire en fait. Et c'est suite à la prise des médicaments et à l'expulsion que j'ai pris rendez-vous, mais il m'a fallu bien un mois ou deux, peut-être même plus, je me souviens plus, pour prendre rendez-vous pour refaire un soin de l'utérus. Donc j'avais expliqué à une femme qui faisait différents soins énergétiques ce que j'avais traversé, et elle m'avait fait ce soin, mais là encore, c'était très énergétique, j'avais pas particulièrement senti de choses. Ce qui avait été intéressant, c'est qu'elle m'avait révélé que l'âge auquel j'avais avorté était l'âge où ma mère m'avait eu, et que souvent il y avait des résonances avec les âges auxquels nos propres mères avaient eu des enfants, ou nos grands-mères avaient elles-mêmes avorté, et que forcément il y avait des choses qui se rejouaient après dans la lignée, mais je n'avais pas vraiment ressenti. Et c'est plusieurs mois plus tard, assez longtemps après, que j'avais fait une séance de biorésonance, où là, donc la biorésonance, clairement, on vous met comme des électrodes, et ça vient scanner la fréquence de vos cellules. Et là, on vient vous dire s'il y a des carences, des déficits, s'il y a des parasites, des virus, etc. Bref, ça fait un scan complet par biorésonance. Et je me souviens que, donc là, c'était du biofeedback, et la machine vous sort aussi des émotions, des mots, en fait, en résonance avec ce que vous vibrez. Et je ne sais plus le mot qu'a sorti cette machine, mais le praticien donc me dit, ah ben, voilà ce qui sort. Et j'ai commencé à parler de cet avortement. Et là, il m'a dit, qu'est-ce que vous ressentez ? Et j'ai fermé les yeux et j'ai plongé dans un puits de noirceur infinie. Et je me souviens que j'ai commencé à pleurer, mais j'ai dû pleurer, mais pendant 20 minutes, j'étais inconsolable. Je me souviens que même à un moment, il m'a dit, c'est ok, c'est bon, parce que je pense que la séance a dû durer 2 heures au lieu de durer 1 heure, et il devait y avoir des gens qui attendaient, et je pense qu'il a vraiment été très patient, mais j'étais inconsolable, j'étais un puissant fond en fait. J'étais un puissant fond de tristesse. Et il me disait, mais qu'est-ce que vous voyez ? Et je lui disais, je vois que la mort en fait. Il n'y a que de la mort autour de moi. Et c'était, voilà, la mort. Et après cette séance, j'ai voilà, écrit, je sais qu'il y a eu d'autres larmes qui ont coulé, qu'il y a eu, voilà, pour moi, un processus qui s'était initié et qui, pour moi, s'était terminé parce que j'avais tellement pleuré que je m'étais dit, ok, j'ai vraiment été libérée de ma tristesse et c'est ok. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que dans les 5 années qui ont suivi, j'avais à chaque année ce fameux 14 décembre, ce syndrome anniversaire de cet avortement, du jour de cette expulsion. Et à chaque fois, ça me mettait en bad, à chaque fois, j'y pensais. Il m'arrivait aussi de penser, alors je sais que beaucoup de femmes ont ça, c'est qu'on pense au jour où on aurait accouché. Parfois on se dit, ah bah tiens, j'aurais pu accoucher en ce jour-là ou ce mois-là. Pour moi, ça c'était moins présent, mais j'avais toujours cette date anniversaire du 14 décembre qui était le jour de cette expulsion. Et en 2019, j'ai commencé à consulter un naturopathe en Suisse qui était en fait bien plus qu'un naturopathe, qui était énergéticien, qui voyait beaucoup de choses, qui était très connecté, je ne le savais pas. Et la première fois que je vais le voir, il me fait un scan. En fait, il me pose plein de questions, il me fait l'anamnèse habituelle. Et puis après, il m'allonge sur une table et puis il me fait comme un scan énergétique. Et puis il me dit, ah bah alors vous, cherchez pas, c'est ici que ça se passe. Hein. Et il me montre la voie utérine. Et c'était au mois d'août, cette séance. Mais il me dit, votre corps, il n'est pas prêt, on ne peut pas aller travailler sur cette sphère-là maintenant,
on va aller voir d'autres choses avant. Et donc on continue, on fait 2-3 séances et à la énième séance qui arrive au mois de décembre, il me scanne et il me dit ah bah là le corps il est prêt. Et je n'en avais pas conscience, mais étant en pleine date anniversaire en fait. Et il me dit je vais vous donner une plante que je connaissais très bien qui était le gâtillier. Il me dit je vais vous donner une plante parce que il dit là votre corps, il me testait en kinésiologie, il dit là votre corps c'est la plante qui choisit et puis ça va travailler sur ce qui se passe au niveau utérin. Ok. Et je commence à prendre cette plante que j'avais déjà pris plein de fois pour vraiment retrouver un équilibre au niveau oestrogène, progestérone, pour mes cycles, etc. Sauf que là, je ne réagis pas du tout de la même manière au traitement. Et je pars dans une dep, mais dans une dépression, dans un état, je vous raconte même pas. Je pars vraiment dans un état de tristesse énorme, au point que je fais une forme de dépression en fait. Ça dure 2 mois et je me sens dans un bad, mais comme jamais j'ai été, moi qui suis très optimiste, joyeuse. Quand il y a un problème, je vois pas le problème, je vois le challenge. Je suis axée solution, c'est plus mon tempérament. Là, j'étais vraiment dans un état... j'étais l'ombre de moi-même en fait. Et donc se passe décembre, janvier, février, je vais le revoir mi-février, et puis il me dit, bah alors, comment ça va? Et je lui dis, bah ça va pas du tout en fait. J'ai dit, ça va pas, je suis en dep depuis 2 mois, je sais pas ce qui se passe. Et puis là, il me dit, non mais alors, il me dit, là, vous avez même pas besoin de continuer. Il dit, quand vous êtes rentré dans le cabinet où on a perdu 4 degrés, il me dit, vous avez vu le Seigneur des Anneaux? Je lui dis oui. Et il me dit, vous voyez, quand il y a une armée de morts-vivants pour se battre, etc. Je dis oui. Et puis il me dit, bah alors là, c'est pareil autour de vous. Et en gros, je comprends, pour vous faire la long story short, que pour vous faire le résumé ou le raccourci plutôt, pour vous le dire en français, que je suis tellement basse en fréquence que je m'attire un paquet d'âmes qui ne sont pas passées de l'autre côté, en fait. Plein de défunts qui ne sont pas passés de l'autre côté. Et il m'allonge sur la table et me dit, on va voir ce qu'ils ont à dire et on va voir qui est là. Et il me dit, je vous écoute, vous pensez à qui? Et moi, immédiatement, je pense à cet enfant, évidemment. Mais évidemment, je ne le dis pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le dis pas. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas à le dire. Et là, je vous sors toute la tambouille de mon oncle décédé il y a 20 ans en arrière, qui était encore là. Je sors bref, je sors tout ce que je peux sortir. Et il me dit, ah, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Jusqu'à ce que là, je sorte cet enfant. Et il me dit, ah oui, mais il est encore là. Et en fait, ce que j'ai envie de dire à toutes les femmes qui ont avorté et à toutes les femmes qui ont avorté et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants après, c'est que ces actes, tout comme les fausses couches, laissent des mémoires, laissent des imprégnations au niveau utérin et qu'il est important d'aller travailler sur ces mémoires. C'est pour ça que j'avais fait un soin de l'utérus. C'est pour ça que j'ai été voir ce naturopathe aussi. C'est pour ça que j'ai fait ce travail avec lui jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il est à mon sens important de parler à cette âme, de pouvoir lui exprimer que c'est pas possible, que voilà, vraiment être dans tout ce qu'on peut faire pour se libérer de ses mémoires, se libérer de la culpabilité, pouvoir être en communication avec ce qui vient s'incarner, ce qui veut venir s'incarner à ce moment-là, et en l'occurrence faire ce travail de passage et ne pas hésiter à consulter des personnes qui font ces soins énergétiques, ces accompagnements, parce que voilà, moi je me suis rendu compte que cet enfant était toujours là. Mais il était toujours là parce que j'avais pas été au bout de mon processus en fait. Et j'avais pas été au bout de ce que mon corps aussi avait ressenti et je vais y venir. Donc il me dit, il est encore là. Et il me dit, on va faire Ho'oponopono. Vous allez répéter après moi et vous allez dire, pardon, je suis désolée, merci, je t'aime. Et moi, encore complètement coupée, parce que c'est très inconscient ce qui se passe, et je le vois parfois quand j'accompagne des personnes qui sont coupées de leur émotionnel parce qu'il y a quelque chose en elles qui bloque parce que c'est trop dur. Je me souviens que j'ai dit pardon, je suis désolée, merci, je t'aime. Et là, il me regarde, il me fait ah non, 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 non. Et il me fait non, pas du tout. Et il me regarde, il me dit pardon, je suis désolée, merci, je t'aime. Vous allez le ressentir. Il me dit ça. Et là, je commence. Et quand je commence à le dire, j'ai les larmes qui coulent jusqu'à exploser en sanglots. Et là, je le vois me regarder d'un air, ok, on y est en fait, ça y est, ça sort. Tu touches à une autre couche, parce que je pense que la première fois où j'ai pleuré durant ces 20 minutes,
il y avait ce deuil, il y avait cette réalisation de j'ai choisi cet acte de tuer, j'ai choisi cet acte d'arrêter la vie, et j'étais juste connectée à cette mort en fait, et à cette mort que j'avais encore en mémoire en fait, dans mon utérus. Et à ce moment-là, je pense que quand j'ai commencé à dire pardon, je suis désolée, j'ai connecté à la culpabilité, j'ai connecté à la tristesse, j'ai connecté à ce vide. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai réalisé que j'étais enceinte et quand j'ai eu ce test de grossesse positif, j'ai commencé à mieux sentir ce qui se passait dans mon corps et j'ai adoré ce que j'ai ressenti. J'ai adoré ce sentiment de plénitude, de me sentir pleine, de me sentir nourrie par une énergie, par une force. C'est vraiment, pour moi, et je sais que beaucoup de femmes ont ressenti ça quand elles étaient enceintes, on a l'impression d'être un super-héros, en fait, d'être une super-héros, d'être une warrior, il ne peut rien nous arriver. Moi, j'avais l'impression d'avoir un bouclier énergétique autour de moi où, quoi qu'il se passe, j'étais plus forte que tout. Et cette sensation de plénitude, de force, de se dire, il ne peut rien m'arriver, je peux tout faire. Mais vu que ma décision avait été prise en amont, qu'elle était radicale, à aucun moment j'ai remis en question en fait cette décision. Mais je sais que je ressentais cette force incroyable. Et du coup, quand j'ai commencé à dire pardon, je suis désolée, ça m'a reconnecté à ce vide. Et je pense qu'on sous-estime énormément cette sensation de vide qui se passe quand on avorte en fait. Et je pense que c'est d'ailleurs exactement la même chose quand il y a une fausse couche. Et ça a été un sacré processus que de vivre ça, mais ça m'a libérée et passé en fait ce travail que j'ai fait avec ce praticien. J'ai plus du tout eu ce syndrome anniversaire pendant de nombreuses années. Jusqu'à présent d'ailleurs, j'ai plus jamais eu ce syndrome anniversaire. Par contre, il s'est passé un autre événement il y a 2 ans, en juillet 2023. J'ai été dans ce fameux état de transe dont je vous expliquais hier. Vous savez, j'ai plein de manières de connecter à ces états-là. Donc je vous invite à réécouter le podcast d'hier si ça vous intéresse, sur l'engagement sacré. Et j'ai eu un moment de connexion avec mon corps où là, j'ai ressenti une douleur dans le bas-ventre absolument horrible. J'avais l'impression que je vivais... je me suis dit, si ça, c'est pas les contractions de femme enceinte, je sais pas ce que ça peut être d'autre parce que j'en hurlais de douleur. Et en me connectant, et en fait au début je respirais, et puis je me suis dit non mais je vais aller profondément dans cette douleur, et je dis à mon corps, ok vas-y, envoie-moi tout ce que tu as envie de me faire vivre, parce qu'apparemment il y a quelque chose que je dois voir. Et là mon corps me dit, ça c'est ce que j'ai ressenti à la première pilule que tu as prise. Et donc il me ramène à ce jour de l'avortement, où clairement quand j'ai pris ces pilules, je me souviens absolument pas avoir ressenti de la douleur, et j'avais l'impression que ce n'était pas douloureux. Même sur le moment où j'ai expulsé, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir eu mal. J'ai le souvenir d'avoir saigné, j'ai le souvenir de l'image, du choc de voir, mais j'ai pas du tout le souvenir d'avoir souffert. Ah ben alors là, autant vous dire que je l'ai vécu, c'est-à-dire que mon corps m'a ramené à voilà ce que j'ai ressenti quand avec cette première pilule, on a tué ce qui vivait en moi. Et là, ça a été une vague de douleur qui est montée jusqu'à ma gorge. Et ensuite, il m'a dit, et ça, c'est la douleur que j'ai ressentie à la deuxième pilule que tu as prise. Et là, j'ai senti cette douleur passer dans tout mon corps, aller au-delà de mon corps, et je suis devenue cette douleur. J'étais comme un lac de douleur, en fait, en totale résilience et lâcher prise de, ok, je me laisse complètement traverser par ça. Et le fait d'être la douleur et de la ressentir pleinement, au fur et à mesure, puisqu'on accepte de ressentir, puisqu'on traverse, ça finit par disparaître, ça finit par lâcher. Et donc j'avais la sensation d'être morte, parce que puisqu'à ce moment-là j'étais cette douleur, le fait qu'elle disparaisse, j'ai eu l'impression de mourir. Et ça a été une expérience extrêmement forte. Et d'ailleurs, juste après avoir ressenti ça, j'ai saigné. Je n'étais pas du tout en période de cycle, mais j'ai saigné et j'ai compris que j'avais encore des tissus, que j'avais encore des choses qui étaient restées, qui étaient encore en mémoire, qui ont été évacuées parce que j'ai saigné noir. J'ai saigné des tissus, j'ai saigné, je ne sais pas ce que j'ai saigné, mais 9 ans après, j'ai quelque chose qui est encore sorti de mon corps. Et je me souviens que dans les 24 heures, je me suis dit, il faut que je parle de ça.
il faut que je témoigne de ce qui se passe. Il faut que je témoigne de cette nécessité d'aller au bout de ces processus, de pouvoir être accompagné dans ces processus, de pouvoir vraiment vivre dans notre chair, dans notre corps, de vivre émotionnellement, de vivre en connexion avec ces âmes, de pouvoir les accompagner et faire ce passage. Et donc, bien sûr, de pouvoir consulter, et peu importe la manière dont vous voulez faire cet accompagnement, mais d'aller voir quelqu'un qui propose des soins de l'utérus, d'aller voir quelqu'un qui propose de faire des passages d'âme pour voir si cette âme elle est encore là, de prier, de ressentir, de faire un breathwork avec cette intention, de faire une hypnose avec cette intention, peu importe. Mais en tout cas d'aller au bout de ce processus, parce que je pense qu'aujourd'hui, puisqu'on vit ces processus seuls, puisqu'on n'est pas accompagné, puisque ça se passe dans l'urgence, parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que quand on sait qu'on est enceinte et qu'on a pris la décision d'avorter, on a envie que ça se passe le plus vite possible, parce que chaque seconde de notre journée, on ne pense qu'à ça, parce que en fait, on est tout le temps dans la remise en question, on est tout le temps dans... On sent en fait que notre corps, il est en train de nous dire mais je veux être mère, je veux avoir la vie. Notre corps, on se rend compte de sa magie, on se rend compte de son pouvoir, on se rend compte de sa force. Et c'est un conflit intérieur énorme. Donc on veut agir vite. On n'est pas dans je vais ressentir pleinement ce qui se passe. C'est rare, en tout cas. Et c'est ça mon message, c'est que je pense ce sont des processus qui demandent à être vécus en pleine conscience, qui donc demandent de l'accompagnement pendant et après. Et les séquelles que ça peut laisser sur le plan psychologique, c'est à mon sens des séquelles qui naissent du fait qu'on vit ça seul, qu'on se sent jugé, que ce soit par l'environnement, par l'entourage, que ce soit par un partenaire qui dit « Ah non, moi c'est mort, je ne veux pas le garder », que ce soit par des parents, des proches qui imposent l'avortement presque, où tout d'un coup il y a tout le monde qui se sent l'obligation de donner son avis. Je pense surtout aux jeunes femmes qui en parlent à leur famille, qui en parlent à des amis, et puis tout d'un coup, tout le monde devient l'expert de l'avortement et donne son avis qui n'est absolument pas demandé en fait à la base, parce que quand on partage ça, on a besoin de soutien, on n'a pas besoin de l'avis d'autrui en fait, et c'est bon de le rappeler. Ou alors parce qu'on se sent jugé par le corps médical ou mal pris en charge, ou que c'est douloureux et qu'on minimise la douleur. Tout ça, c'est ce qui crée encore plus de séquelles à mon sens que l'acte en soi. En tout cas, ça y contribue. Et il est aussi tout à fait normal de ne pas avoir de regrets sur la décision prise, mais pour autant d'avoir ce traumatisme qui reste. Il y a des femmes qui témoignent du fait que, elles étaient au clair avec cette idée, mais qu'elles y pensent quand même tous les jours, des années après, qu'elles n'ont toujours pas digéré ça, qu'il y a toujours la culpabilité, qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants et qu'elles sentent que c'est lié. Parce qu'il y a ces mémoires, parce qu'il y a ces blocages, parce que dans l'utérus, il y a une mémoire de mort. Et donc, faire venir de la vie après ça, c'est difficile et il faut faire ce nettoyage. Donc c'est important d'aller travailler sur notre utérus. Parce que quand on vit, à mon sens, ces processus-là, on ne vit pas, en tout cas, on vit rarement, à mon sens, que notre avortement, que les mémoires de mort qui n'ont pas été nettoyées. On vit les mémoires de fausses couches, de mort-nés, d'avortements forcés, douloureux parfois, ou décidés, mais douloureux quand même, de femmes de notre lignée qui n'ont pas pu faire ces processus de guérison. Et ça vit dans notre mémoire, ça vit dans notre utérus. Donc cette médecine de l'utérus, elle est importante. D'aller travailler, d'aller se reconnecter à ce centre, c'est extrêmement important. Et par rapport à ça, pour moi, il a été très aidant par la suite de découvrir le Tao de la femme, le Tao du couple, auquel je me suis initiée, que j'ai pratiqué, pour entretenir cette relation avec mon utérus, pour vraiment apprendre des pratiques qui viennent aussi nettoyer des mémoires et faire un travail beaucoup plus profond. Et c'est bien à la fois de le faire pour, bien sûr, un avortement, mais en fait, on touche à des choses bien plus profondes encore. Et je vous invite, si ça vous appelle, à lire le livre « La déesse du Tao », qui a été écrit par Aïcha, qui a été initiée par Mantak Chia et qui a été l'une de mes enseignantes dans ce parcours du Tao de la femme. Alors, ce que j'avais envie de partager aussi avec vous aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez faire si vous devez vivre une IVG, si vous décidez en fait de vivre ce processus, quelque chose qui pourra peut-être vous accompagner, que j'aurais aimé entendre. Déjà, je pense que la première chose, c'est ce qui est juste, c'est votre choix. Ce qui est juste, c'est votre ressenti. Personne d'autre ne pourra savoir à votre place. Si c'est non pour vous, c'est OK, d'accord ? Et si c'est oui, même si c'est difficile, même si ce n'est pas les bonnes circonstances, c'est OK, faites-vous confiance. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on est
quand j'enregistre cet épisode 2025, bientôt 2026, on a la possibilité d'avoir le choix. Ce choix, il y a des générations entières de femmes qui ne l'ont pas eu. Donc j'ai envie de dire que ne serait-ce que par respect pour toutes ces femmes qui n'ont pas pu l'avoir, honorons la liberté qu'on a et arrêtons en fait de nous mettre cette charrue de culpabilité sur le dos parce que tabou, parce que la vie de ce médecin, de votre mère, de votre partenaire ou que sais-je, d'accord ? Aujourd'hui, c'est un droit, nous avons le droit d'avorter, c'est une chance énorme. Aujourd'hui aussi, on est encore les femmes les seules à porter le poids de la contraception. Les hommes ne sont pas du tout conscients de ça et c'est aussi un message que je veux faire passer, c'est que il y a trop, à mon sens encore, d'inconscience chez les hommes de tout âge par rapport au poids que c'est que d'avorter pour une femme, au traumatisme que c'est. Eux, s'ils sont un minimum conscients, ils vont vous dire « je suis là quoi qu'il arrive, je vais être en soutien avec toi, ma décision est la tienne » ou alors je suis peut-être pas pour, mais en tout cas je vais être en soutien. Ça c'est la meilleure chose qui pourrait se passer en fait. Mais pour beaucoup, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, surtout quand ils sont plus jeunes. Et malheureusement, c'est la femme qui porte ce poids-là. Donc, prendre conscience de l'acte sacré que de faire l'amour et de la potentielle conception qu'il peut y avoir derrière est hyper important. Et du coup, je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait hier, où je vous parlais de l'engagement sacré autour de la maternité. Mais du coup, pour moi, c'est aussi l'engagement sacré autour de la sexualité, en fait. Ce qui se passe à la base, on fait l'amour pour faire des bébés. Le corps est fait comme ça. Et c'est pourquoi qu'on a toute cette chimie hormonale qui nous crée le désir, qui nous crée l'envie. Non mais vous avez vu, nous les femmes, qui ne sont pas sous pilule, parce que la pilule, elle vous coupe de tout ça, le désir qu'on a en période d'ovulation ou juste avant l'ovulation, c'est juste super bien fait, quoi. On est en mode charal aussi, hein. C'est quand on est bien sensible et quand on observe nos ressentis, on est très différente au moment de l'ovulation, mais parce que votre corps, il appelle la vie, en fait. Votre corps, il appelle « je veux être fécondé, vas-y, envoie », quoi. Donc c'est ça qui se passe. Mais malheureusement, on doit prendre conscience que hommes et femmes, il y a un risque et que cette contraception, il faut en parler. Et malheureusement, ça ne viendra pas des hommes. Donc c'est à nous, en tant que mères, d'éduquer nos fils à avoir cette sensibilité-là, nos filles aussi bien sûr, mais d'autant plus nos fils à avoir cette sensibilité, cette conscience. Et c'est aussi à nous, en tant que femmes, à en parler à nos hommes et dire ça c'est important. C'est comme si en fait on minimise qu'à chaque rapport, il peut y avoir ce risque. Et qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et l'idée, c'est pas de tomber dans l'anxiété, etc. Mais c'est important d'en parler. C'est important d'être au clair. C'est important de savoir avec qui vous faites l'amour. Moi déjà, de base, j'ai eu très peu de partenaires en fait dans ma vie comparativement à d'autres femmes que je connais ou certaines de mes amies. Parce que pour moi, il y a toujours cette dimension d'échange énergétique. Et c'est absolument pas une critique pour les femmes qui ont eu des cinquantaines de partenaires ou plus. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Mais par contre, il faut vraiment être sûr de sa contraception. Et beaucoup de femmes sont tombées enceintes sous stérilet, avec un préservatif qui n'a pas pris, ou parfois sous pilule, ça arrive malheureusement. Et puis c'est de se dire, si ça se passe, en parler au partenaire et de se dire qu'est-ce qu'on fera. Parce que le choc, le trauma, et celle qui va devoir processer, c'est vous. Hein. Avec ou sans soutien, c'est vous. Et c'est important de le dire et d'en avoir conscience. Ok, maintenant quand ça arrive, je pense que pour moi, si c'était à revivre, en tout cas à l'époque, si je devais me voir et me guider, je me dirais, dis à ton corps ce qui va se passer. Explique-lui. C'est-à-dire que j'ai su à l'époque parler à cette âme et lui dire là, c'est pas ok, mais j'ai pas parlé à mon corps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système somatique qui a besoin d'informations claires. Il a besoin qu'on nomme les choses. Il a besoin qu'on apaise. En lui disant, voilà, le processus qui va se passer, que c'est un processus qui va être douloureux et que, en l'occurrence, ce que je me serais dit, c'est je suis avec toi, c'est un processus qui va être douloureux, j'en suis désolée, mais sache que je serai ok de ressentir et que c'est nécessaire de ressentir pour ne pas porter ça durant des années, pour ne pas m'empêcher d'avoir une grossesse à l'avenir, parce que somatiquement, ce traumatisme, il sera encore là en fait. Donc on va traverser ça ensemble, je t'aime, je suis avec toi, je ne vais pas t'abandonner dans ce processus, je reste connectée à toi. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui aurait fait beaucoup de bien à mon système nerveux et qui aurait fait beaucoup de bien à mon corps et qui m'aurait évité d'attendre 9 ans pour le processer. Vous pouvez aussi demander de la protection, demander du soutien. Vous pouvez vous faire une bougie, vous ouvrir un cercle à votre manière et tout simplement
Quand je dis un cercle, pardon, parce que dans les transmissions, je transmets ces ouvertures d'espace, mais c'est de vous créer un espace sacré à votre manière. Et vous pouvez demander aux femmes de votre lignée, à vos guides selon vos croyances, à la lumière divine, à la source, à vos anges gardiens, à la terre-mère, à tout ça réuni si vous le voulez, à ce qui vous parle, de demander la protection, de demander la guidance, de demander le soutien dans ce processus. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant, qui peut être particulièrement aidant. Ensuite, si vous décidez par exemple de prendre les médicaments à la maison, si c'est un acte que vous décidez de faire chez vous, je vous conseille de vous créer un cocon, si possible d'être accompagné avec une personne qui ne vous juge pas et qui est vraiment dans un soutien inconditionnel. Peu importe qui c'est, d'accord ? Si vous avez cette personne, voilà, demandez-lui d'être à vos côtés. Et mettez votre corps en sécurité. Donc mettez-vous des bougies, mettez de la chaleur, faites couler un bain si vous le souhaitez, mettez de la musique douce, mettez-vous des couettes, des coussins, vraiment ayez un endroit cocon et vraiment autorisez-vous à poser congé. Si vous sentez que vous êtes jugé par votre médecin, si c'est compliqué, faites un arrêt maladie, mitonnez, racontez n'importe quoi pour vous faire poser un arrêt maladie, vous en foutez. Là, ce qui compte, c'est vous en fait. D'accord ? C'est vous et ce que vous vivez dans votre corps. Donc, peut-être d'avoir un peu d'obscurité, une lumière douce, d'être dans un espace où vous vous sentez contenu, où vous vous sentez protégé. Vous pouvez faire une pratique respiratoire dans le programme Starter. Je propose des respirations qui calment le système nerveux. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. Vous pouvez choisir une respiration qui vous plaît sur YouTube. Vous pouvez faire une respiration carrée. Vous pouvez faire un yoga nidra aussi qui est guidé. Mais faites des choses qui sont calmantes. Vous pouvez poser aussi vos mains sur votre utérus et rester en connexion avec ce qui se passe en fait dans votre corps. Vous pouvez parler à votre corps et lui dire « je t'accompagne à chaque instant, on va vivre ça en douceur, en conscience ». Et puis vous pouvez vous autoriser à accueillir les émotions, à pleurer parce que c'est normal, à trembler parce que c'est normal. Votre système nerveux va relâcher beaucoup de tension avec le tremblement. C'est pourquoi aussi je vous invite en général dans les retraites ou sur Starter à pratiquer le shaking. C'est vraiment un relâchement du système nerveux. Donc tout ce qui vient, tremblement, envie de bouger, des mouvements, des étirements, des pleurs, des cris, de la colère, allez-y, c'est le moment de vous décharger. D'accord ? Donc souvent, avant, pendant, on peut avoir des contractions, on peut avoir des douleurs, donc autorisez-vous. Mais s'il y a d'autres émotions qui sortent, s'il y a des cris qui sortent, c'est là que c'est bon d'avoir un coussin pour pouvoir crier dans le coussin sans retenue. Libérez, parce que tout ce que vous libérez sur le moment, c'est quelque chose que vous n'allez pas porter dans le futur. Et pour les personnes qui ont déjà vécu cet avortement et qui n'ont pas passé toutes ces étapes-là, c'est quelque chose que vous pouvez revivre. Vous pouvez vous créer un cocon, vous pouvez créer un espace où vous vous autorisez à revivre ce qui s'est passé, à revoir ces images, à revoir l'échographie, à revoir ce que vous avez expulsé, à revivre l'aspiration si c'était le cas, à revivre tout ce qui a été douloureux et à vous laisser traverser par tout ce qui vient. C'est vraiment quelque chose qui peut être très aidant. Pour ma part, je n'ai aucune difficulté à vivre ça seule, mais bien sûr que si vous avez besoin d'un accompagnement avec un thérapeute qui est un expert en accompagnement somatique, avec quelqu'un qui fait de la fasciathérapie ou quelqu'un qui vous masse mais qui a cette dimension en fait énergétique et qui sait qu'il va y avoir des émotions qui sortent, qu'il va y avoir un relâchement émotionnel, allez-y, d'accord ? Si ça peut vous apporter de la sécurité, c'est le plus important. Ce qui compte, c'est que ces processus-là ne se passent que quand vous vous sentez en sécurité, quand votre système nerveux est complètement relâché pour revivre ça et relâcher ce qui a lâché. Et puis après, un bain chaud, ça peut vous aider, un bain chaud salé pour refermer l'aura avec des plantes. Vous pouvez vous masser le bas-ventre. Vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle de lavande qui est extrêmement calmante en vous massant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis vous pouvez aussi bien sûr faire des rituels, c'est-à-dire d'aller, si vous pouvez recueillir ce que vous avez expulsé, j'aurais aimé avoir le courage, j'ai envie de dire, parce que je pense que j'avais la conscience, mais je n'avais pas le courage. Mais si vous avez le courage de récupérer ce que vous expulsez, d'aller l'enterrer. Aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais récupéré ce que j'aurais expulsé, ce début de vie en fait qui naissait en moi, et je l'aurais planté dans mon jardin avec un rosier. Voilà, c'est ce que j'aurais fait, mais faites ce que vous voulez. Vous pouvez, si vous n'avez pas récupéré à l'époque ce que vous avez expulsé, si vous n'avez pas fait ce genre de rituel, vous pouvez prendre
un caillou, une pierre, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire un dessin bien sûr, mais vous pouvez aussi construire à l'argile une petite figurine et aller enterrer ça dans un jardin, dans un parc, sous un arbre. Vous pouvez planter une graine, vous pouvez utiliser un œuf aussi, elle est plantée dans la terre, mais de faire ce rituel en par exemple disant merci de m'avoir visité, merci pour l'enseignement, merci pour ce que tu es venu réveiller en moi, merci de me permettre de processer en fait peut-être la libération de mémoires qui vivaient dans mon utérus. Mais là, je te rends à la vie. Peut-être qu'il fallait que tu me rendes visite et que c'était juste ainsi parce que quoi qu'il arrive, il y a un enseignement. Quoi qu'il arrive, je sors grandi et je te remercie. Ça, c'est des choses qui peuvent être magnifiques, qui peuvent être tellement puissantes dans un processus de guérison. Et puis bien sûr, ce qui va être extrêmement important derrière, c'est le repos complet parce que le corps va en avoir besoin. Votre système va avoir besoin d'intégrer, votre utérus va avoir besoin de se soigner, vos hormones vont avoir besoin de se réguler. Moi, à l'époque, on m'avait dit que j'avais besoin de prendre la pilule pendant au moins 1 mois pour retrouver un équilibre au niveau hormonal. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est encore conseillé aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, on est chamboulé au niveau hormonal. Donc, c'est important de prendre soin de vous. C'est important de... Là, votre hygiène de vie, elle est primordiale. Votre sommeil, il est hyper important. D'accord ? Et surtout, encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais d'être dans ce non-jugement, en fait. Vous ne tuez personne, vous ne refusez pas la vie, vous n'êtes pas en train de vous faire du mal. Vous êtes dans un processus qui est ainsi, et c'est comment vous pouvez justement accompagner votre corps sans jugement dans ce processus, en traversant ce qui remonte, aussi bien en sensations physiques qu'en émotions. Voilà, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais qui me vient là, donc ça doit être dit, c'est dans tout le post-fausse couche ou post-avortement, je vous invite quotidiennement à vous connecter à de la lumière, à de l'amour et à remplir votre utérus de cette énergie-là. Parce que ce qui, pour moi, et ce qui est souvent très douloureux, c'est cette sensation de vide. Et tous les jours, d'aller vous connecter à la source. Vous savez, dans Energy Starter, je vous guide avec une méditation, une pratique de connexion à la terre et à la source. Et dans cet espace-là, je vous invite à aller chercher cette connexion avec ces énergies de la terre et du ciel et à vous nourrir de ces fréquences pour les mettre dans votre ventre, pour remplir votre ventre d'amour, de lumière, comme si ça venait cicatriser cette plaie et comme si ça venait vous remplir en fait de ces belles énergies de guérison et de cette énergie qui soigne et qui soutient. Voilà, mesdames, pour cet épisode que je voulais vous partager sur l'avortement. J'ose espérer en tout cas que pour celles qui l'ont vécu, que vous avez pu le vivre de la manière la plus douce possible, et pour celles pour qui ça n'a pas été le cas, j'en suis désolée. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Je prie aussi pour que l'avortement ne soit plus jamais un problème que les femmes vivent seules, mais que ce soit vraiment une problématique qu'au moins le couple embrasse ensemble. Certains couples peuvent être renforcés avec ce genre d'expérience, mais souvent ça laisse des séquelles. Donc ne laissez pas en tout cas votre amour, votre lien être détruit parce que l'accompagnement n'a pas été bon, ou parce que, puisqu'on n'a pas été éduqué, puisqu'on n'est pas accompagné dans ces processus-là, puisqu'il n'y a pas de rituel et pas de soutien, ne serait-ce que dans la sororité par rapport à ça, parce qu'il n'y a plus suffisamment ça aujourd'hui. Ne laissez pas, si vous êtes aimé, si vous aimez votre partenaire, si vous êtes amoureux, si votre relation a un potentiel, ne laissez pas votre relation s'éteindre à cause de ça, ce serait trop dommage. Juste demandez de l'aide, d'accord ? Faites-vous accompagner. Voilà. Je vous souhaite une bonne intégration, un bon processus. J'imagine que ça peut faire bouger beaucoup de choses en vous. Si vous avez vécu ce processus de l'avortement, de l'IVG, voire de la fausse couche, ça peut beaucoup résonner avec ça. Je vous invite à partager cet épisode à des femmes qui en ont besoin, aussi à des hommes, parce que j'ai des hommes de mon entourage qui étaient très amoureux, qui étaient dans des belles relations, mais qui ont senti que les avortements qu'ils ont vécus avec ces femmes-là a cassé quelque chose, et c'est des choses qui sont restées, des plaies ouvertes en eux aussi. Donc peut-être que pour ces hommes, ce sera très aidant d'entendre cet épisode. Sachez aussi que j'ai des informations qui me viennent au fur et à mesure, donc je continue, mais sachez aussi que quand on a avorté, on a eu un enfant. Le jour où je serai mère, je saurai que ce ne sera pas mon premier enfant. J'en ai eu un.
et j'ai pris la décision d'avorter de ce premier enfant. Donc le jour où il y aura une grossesse qui arrivera, qui s'accrochera à mon utérus et qui rêvera à terme, je saurai que ce sera mon deuxième enfant. Et c'est important de le reconnaître, d'accord? Et c'est aussi important pour le père de le savoir. C'est important pour le père d'avoir conscience que dans sa lignée, il y a eu cet enfant. Donc s'il y a encore des processus d'acceptation de cet avortement qui sont difficiles et que vous sentez qu'en fait il aurait été important d'en parler au père, faites-le. En tout cas, demandez le soutien pour le faire. Et du moins, c'est l'invitation ici, de pouvoir aller au bout de ce processus. Pour vous, pour lui et pour cette âme. Voilà. Je vous embrasse. Encore une fois, je vous envoie plein d'amour. Je vous retrouve demain sur Guérir et Grandir. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.